au toit de la Grande Arche, on avait besoin de faire un contenu, parce que les gens visitaient juste pour monter sur la Grande Arche et avoir le panorama, et on s'est dit qu'il fallait faire un contenu, donc on s'est dit, on va exposer. On va exposer ce qu'on peut trouver comme histoire de l'informatique et on va recréer un fil du temps depuis donc les débuts de la mécanographie. On commençait avec les moments de la machine de Pascal, la pascaline, Oui. Jusqu'au présent. L'objectif, c'était de remonter un petit peu l'ensemble de cette histoire. On a voulu l'appeler musée de l'informatique. On ne pensait pas qu'en l'appelant musée, on allait déclencher tout ce qu'on a déclenché comme problème. Okay. C'est-à-dire qu'en l'appelant musée, on a découvert qu'il y avait des dizaines de personnes qui voulaient déjà faire des musées. Okay. Et qui avaient, alors la plupart du temps de manière très amateur, commencé à collecter des choses et qui voulaient les exposer, mais qui eux s'intéressaient plutôt à la partie 1980 jusqu'au présent, à la micro-informatique. Oui. Et presque personne ne s'intéressait vraiment à l'histoire ancienne de l'informatique, mais ça n'empêche qu'en utilisant le mot musée, on s'est fait tomber dessus à bras raccourcis par tous les gens pour qui un musée, c'était forcément quelque chose avec des activités de recherche, avec des règles. C'est-à-dire, en fait, les gens confondaient musée et musée de France. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une dénomination musée de France qui est gérée par le ministère de la Culture et qui, en effet, détaille de manière très précise qu'est-ce qu'un musée de France, quelles sont les règles de conservation, d'exposition, etc., qui doit respecter, la part de son budget qu'il doit consacrer à la culture, à la recherche, etc. Bon, nous, on n'était pas du tout là-dedans. On n'avait pas vocation à être le musée de la France de l'informatique. Voilà, un musée, comme il y a des dizaines de musées de l'automobile ancienne dans les petits villages de France, comme il y a, il y a le musée du slip. On ne voyait pas pourquoi il n'y aurait pas un musée de l'informatique. Ça me paraissait, voilà. Tiens, j'ai un truc qui va te rappeler des souvenirs d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors donc le fait de dire musée de l'informatique, ça a réveillé des tas de gens qui n'avaient finalement pas autre chose à faire que d'essayer de saboter notre projet. Voilà. Essentiellement de la jalousie, parce que en fait, eux à l'inverse s'intéressaient qu'à la partie collection. Et la partie exposition, la partie un peu marketing, de faire connaître la chose, de parler dans la presse, etc., c'était pas du tout leur truc. Et alors, nous, arrivant tout de suite au toit de la Grande Arche, avec notre connaissance des méthodes marketing, notre connaissance de la presse qui fait qu'on avait des bons retours presse rapides, etc., voilà, on a en fait un peu torpillé leur travail de fond qu'ils faisaient parfois depuis des années sans aucune visibilité. Voilà. Et donc on s'est rendu compte en fait que tous ces gens-là, en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait un musée de l'informatique, ils voulaient qu'il y ait leur musée de l'informatique. Et sous des prétextes soi-disant de dire non mais on travaille pour qu'il y ait un grand musée de l'informatique en France, etc. Non, pas du tout. Chacun veut faire le sien. Et finalement, s'ils avaient mis la même énergie pour essayer de trouver des locaux pour faire leur propre projet, s'ils avaient mis la même énergie que celle qu'ils ont mis pour essayer de nous détruire, ça fait longtemps qu'ils auraient eu leur musée. Donc voilà. Ouais. Donc on s'est retrouvé en effet pris sous le feu de tous ces gens-là, et on a perdu beaucoup de temps en fait à cause de ça, de gens qui venaient, qui écrivaient des articles juste pour dire que alors moi par exemple je trouvais que c'était important qu'on puisse toucher les objets, je trouvais que c'était intéressant. Bon, je considérais pas que un Thomson TO7 c'était comme la statue de Toutankhamon ou une momie égyptienne, quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a plus autant qu'avant, enfin il reste quand même quelques milliers,
bon, je me suis dit, ok, oui, on peut mettre un TO7. Et puis c'est pas grave s'il y a des gamins de 5 ans sur les épaules de leur père qui sont là et qui touchent. Voilà. Bon. Mais alors ça, c'était, euh, c'était horrible. C'était une faute grave pour un musée que d'oser mettre en péril les machines comme ça. Et puis, bon, on n'allait pas mettre, même des ordinateurs des années 40-50, on n'allait pas mettre ça dans une atmosphère contrôlée, dans une cage en verre, etc. Bon. Même les musées d'informatique aux États-Unis ne le faisaient pas. Quoi. Donc, non, c'est vrai. il y avait pas vraiment. C'est vrai qu'il Mais, y avait vraiment un parallèle entre la façon dont tu exposais et le Computer History Museum que j'ai été voir en Californie. oui, tout à fait. Alors, bon, la différence, c'est juste quelques centaines de millions de dollars. C'est juste ça. Mais, enfin, pour moi, c'était l'exemple. Mais bon, clairement pas les mêmes moyens. Non. Alors en fait, on s'est heurté donc, à ce problème-là, qui nous a quand même bouffé pas mal d'énergie. Bon, ça ne nous a pas empêché d'avancer, mais ça nous a bouffé de l'énergie. Après, on s'est heurté quand même au problème du fait que le secteur informatique en lui-même, l'industrie informatique, n'en a absolument rien à faire d'un musée. Au contraire, alors c'est différent aux États-Unis justement, parce qu'en fait, il y a les fondateurs. Donc oui, quand tu vas pas taper à la porte de Bill Gates, à la porte du fondateur de Intel, etc., il y a du répondant, il y a des millions de dollars qui tombent pour préserver l'histoire de ces systèmes-là. Les filiales locales n'ont absolument aucun budget pour ça et sont là pour vendre et voient même parfois d'un œil négatif le fait qu'on ose dire qu'ils ont de l'histoire et qu'ils sont anciens. Okay. Voilà. On est dans un monde où tout doit être nouveau, révolutionnaire. Et le fait de rappeler, le meilleur exemple, tu as sorti l'affiche du Mac, on n'a jamais eu, alors on a eu des soutiens individuels chez Apple, quelques personnes avec qui j'ai de très bon contact toujours et qui nous ont beaucoup aidés, mais à titre personnel et sans qu'on puisse les citer parce qu'ils auraient eu des problèmes. Mais j'ai récupéré des tas de machines, des tas de matériel marketing. Je prends l'exemple du matériel marketing d'Apple. J'ai une collection de à peu près toutes les affiches que Apple a pu faire pour ses publicités en France, parce que c'est un gars qui travaillait chez Apple, qui au moment où Apple a déménagé, a quitté son siège des Ulysses, m'a appelé, m'a dit tu viens avec un camion et puis on va le remplir ensemble parce que ça part à la poubelle. Donc voilà. Mais sinon, Apple, c'est une société qui n'a jamais voulu dire qu'elle avait un passé. Voilà. Alors, c'est très amusant d'ailleurs parce que la semaine dernière, enfin, 10 jours, lors de la dernière keynote de Tim Cook, donc il a présenté les nouvelles versions du Mac en couleur et il a remis l'historique depuis le Mac en couleur relancé par Steve Jobs jusqu'à ça. Mais c'est très très rare dans la manière de présenter d'Apple qu'on fasse une chronologie. Après, j'ai vraiment l'impression que c'était Steve Jobs en fait qui était archi contre en fait cette histoire d'historique, parce que tu sais, j'ai connu, je vais pas citer le pays, mais j'ai connu des dirigeants de pays d'Apple avec des Spartacus en fait en décoration dans leur bureau et ils ont dû le retirer très rapidement, quoi, tu vois. Ouais. Non, il y avait dans l'entrée, dans le hall des Ulysses à Paris, il y avait quelques machines anciennes, il y avait un Lisa qui était exposé, etc. Mais voilà, aucun effort de la part d'Apple. Et l'exemple d'Apple est criant parce qu'on voulait vraiment faire des expos sur Apple, mais tout s'est fait avec je n'avais pas à l'époque de MacBook Air et c'est une fille d'Apple qui s'occupe de la com qui m'a prêté le sien pour qu'on puisse exposer parce qu'il était hors de question de présenter ne serait-ce que le premier MacBook Air dans une expo Apple. Donc voilà. Et en fait, toutes les boîtes d'informatique sont à peu près comme ça. IBM, alors IBM, c'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est parce qu'en fait, il y avait zéro budget, zéro collection, il y a pas,
il n'y a pas un effort, un centime d'effort chez IBM France pour garder l'historique d'IBM France. C'est dingue ça, c'est dingue. Voilà. C'est absolument dingue parce que il y a quand même toute cette histoire derrière IBM avec les cartes perforées et autres en fait. Bien sûr, mais on est dans une industrie où il faut surtout pas montrer qu'on est ancien. Il faut montrer qu'on est jeune, qu'on est une start-up, qu'on est. Voilà. Le fait de dire, vous savez, notre histoire vient des cartes perforées, les gens chez IBM considèrent que c'est négatif de dire ça. Voilà. Donc, du coup, les quelques efforts qui sont faits au siège aux États-Unis, mais absolument pas dans les filiales. Et donc, on a des problèmes avec tout le monde. Et donc, ça veut dire aussi très concrètement que là où on espérait avoir des soutiens financiers, on n'a jamais eu un centime. Personne, aucune boîte d'informatique n'a rien financé d'événements ou de choses comme ça autour du musée de l'informatique. On espérait avoir quelques sponsors et dans l'équilibre du modèle économique, c'est pas évident. Voilà. Okay. Les seuls avec qui on a eu des très bonnes relations, ce sont avec les gens de Bull. Alors cette fois, non pas avec Bull en elle-même, mais même si les gens de Bull n'étaient pas gênants, mais avec les associations des anciens de Bull, qui eux sont très actifs et qui, alors. Le problème, c'est leur âge moyen, qui doit être autour de 80 ans. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, je suis toujours abonné à leur newsletter. Et leur newsletter, c'est plutôt la chronique des disparitions qu'autre chose. Voilà. Mais eux, ils avaient fait depuis des années des travaux de conservation. Ils avaient chez Bull, dans le 78, un atelier complet de mécanographie qui continue à fonctionner. Donc, eux, ils ont fait des efforts énormes. Et eux, ils étaient tout à fait pour le fait de l'exposer. Ils trouvaient que notre initiative, elle n'était pas parfaite, mais en fait, au moins, elle existait. Tout à fait. Et voilà. Donc, on a été confronté à ça. Et puis, alors, le dernier, c'est ce qui nous a tués finalement à peu près 5 ans après avoir démarré. Ce qui nous a tués, c'est que la situation juridique dans laquelle on était vis-à-vis du toit de la Grande Arche, ouais. La Grande Arche est propriété de l'État, vu ce qu'elle a coûté, heureusement. Le ministère de l'Équipement était gestionnaire de la Grande Arche et il avait donné à la société du toit de la Grande Arche une concession de service public pour exploiter avec des conditions un peu particulières. Finalement, personne ne savait très bien comment c'était géré. Et puis, un jour, l'État a voulu récupérer. En fait, on était une ligne dans un fichier Excel, donc voilà. Et puis un jour, les ascenseurs extérieurs, qui étaient une absurdité économique avec des vitres arrondies qui valaient plus de 100 000 € chacune, etc. Un jour, il y a eu un petit écrou qui s'est détaché d'un des ascenseurs et qui est tombé en bas le ministère a pris le prétexte pour dire oh là là, ça veut dire que c'est dangereux, donc on arrête tout, on ferme les ascenseurs. Et donc comme c'était officiellement le seul moyen d'accéder au toit à la Grande Arche, c'était pas techniquement le seul, il y avait des ascenseurs dans chacune des deux faces de la Grande Arche, mais ils ont dit, donc, vous ne pouvez pas utiliser ceux de droite parce que c'est un espace qui est loué à des sociétés privées. Vous ne pouvez pas utiliser ceux de gauche parce que c'est le ministère de l'Équipement. Donc voilà. Donc, de facto, vous êtes mort. Voilà. Et donc après, moi, je me suis battu pendant 2 ans à peu près pour essayer de retrouver un autre endroit pour le faire. Avec un certain nombre de projets, mais qui n'ont jamais pu avancer dans les temps. Et puis, il y a un moment où tu te fatigues, tu en as marre de dépenser de l'argent, de perdre ton temps, de perdre ton argent. Et puis, j'ai abandonné, je suis parti vivre au Canada. Voilà. Okay. Donc, oui, parce que tu as un parcours de vie tout à fait atypique. En fait, Philippe, tu peux raconter un petit peu quelle est ton histoire parce que tu es data scientist aussi, tu es très proche de l'informatique et tu as vraiment un parcours de vie atypique en fait.
Non, non, je suis pas sûr. Non, non, jusqu'à cette histoire de l'informatique, j'ai plutôt eu une carrière plutôt tranquille dans l'informatique, à la fois dans le journalisme, dans le service en informatique, etc. Et puis bon, par contre, c'est vrai qu'en 2007, quand on a lancé ça, ben, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et moi je le voyais bien comme un projet. Pour une deuxième partie de carrière, j'appréciais beaucoup de faire guide d'informatique et de raconter l'histoire de l'informatique, ça me plaisait bien. Et puis voilà, ben, quand tu mets comme ça beaucoup d'énergie pendant des années et que tu te rends compte que tout le monde te tombe dessus, c'est comme ça que j'avais d'ailleurs présenté à une des inaugurations en expliquant à tous les gens présents qu'il fallait qu'ils soient bien conscients que quand tu veux faire quelque chose, tu vas avoir, c'était quoi l'expression, tu vas avoir contre toi tous les gens qui voulaient faire la même chose, tous les gens qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de tous les gens qui voulaient ne rien faire. Et voilà. Et on a vraiment eu l'impression de passer son temps et notre énergie à nous battre contre des sujets pour lesquels on ne devrait pas avoir à se battre. Voilà. C'est clair. Et ça a été le cas après. Alors après, moi j'ai vu des trucs. On a eu pas mal de contacts. Les contacts les plus avancés étaient avec le laboratoire de balistique de Vernon. Okay. À Vernon, c'est un endroit fantastique où ont été conçus les premiers missiles balistiques nucléaires, qui était de propriété du ministère de la Défense, le RBA, et donc ça a été fermé il y a quelques années, et donc c'est au-dessus de Vernon, un plateau magnifique, très à l'écart de tout, parce que c'était quand même un petit peu confidentiel, avec des bâtiments fantastiques de l'histoire de l'espace des années 60. Terrible. Et donc, il y avait des trucs fantastiques à faire. Et puis, ben là encore, la politique, le maire qui veut faire un truc, les autres élus qui veulent faire autre chose. Et puis, on n'avance pas. Et puis, on s'est rendu compte que ça a été partout pareil. À Sophia Antipolis, même chose. À Nantes, même chose, etc. Donc, finalement, voilà. Finalement, on a laissé tomber. En se disant que sans doute fallait-il attendre qu'on oublie l'histoire de l'informatique pour que quelques années après, quelqu'un la redécouvre et se rende compte que finalement, peut-être qu'on ne fait pas un musée sur quelque chose qui est un peu du présent. On fait un musée uniquement sur quelque chose qui a été oublié, qu'on redécouvre. Voilà. Ouais. C'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé. Ces super machines que tu as derrière toi, elles n'intéressent que 0,01% de la population, même si tout le monde va les regarder en disant oh, c'est génial, etc. On va plaisanter en disant c'était nul à ton époque, papa, etc. Mais bon, ça s'arrête là. Et c'est vrai, il n'y a pas un musée de la machine à laver, il n'y a pas un musée du réfrigérateur, il n'y a pas un musée de la machine à coudre. Alors, il y en a peut-être, il y a peut-être un gars fou qui a fait ça, mais c'est trop présent. L'automobile est un cas à part, et je pense qu'en fait, on s'est un peu laissé endormir par ça, en voyant pas mal de musées de l'automobile. On s'est dit, bah, s'il y a des musées de l'automobile, alors que c'est une histoire de moins de 100 ans, il peut y avoir un musée de l'informatique qui a la même histoire. Mais il n'y a peut-être pas la même attraction, le même côté fanatique de l'automobile ancienne qu'avec l'informatique. Et comment tu expliques, effectivement, on commençait la conversation en parlant un petit peu de la Californie, entre autres, où là, bon, c'est vrai que, comme tu disais, il y a les gens qui ont fait toute une partie de l'histoire de l'informatique, qui sont là, ça je l'entends bien, mais malgré tout, tu as quand même une relation particulière en dehors de la partie des gens qui ont fondé l'informatique, qui ont créé l'informatique, tu as quand même une relation particulière avec le musée d'histoire en fait, de l'informatique qui se trouve en Californie. Oui, mais je pense que c'est vraiment une histoire de personnes. C'est-à-dire que des Bill Gates, Steve Jobs et compagnie sont arrivés à des moments de leur vie où ils voulaient peut-être aussi laisser une trace. Un Bill Gates, il a les moyens, et puis après, c'est aussi une question de moyens. Il peut à la fois sauver le monde en finançant des vaccins contre la Covid et en même temps mettre quelques centaines de millions de dollars dans une histoire d'informatique. Donc voilà, pour eux, c'est tout petit. Et voilà, je pense qu'on souffre du fait, tout simplement,
parce il faut dire les choses, en France, on a très très peu d'histoire d'informatique française. Euh, et on n'a pas de personnalité, sans doute d'ailleurs parce qu'on passe notre temps à se tirer dans les pattes, hein, parce que des gens qui ont participé à l'histoire de l'informatique en France, il y en a plein. J'ai rencontré des gens comme Louis Pouzin, qui est un des co-inventeurs d'Internet. Il n'y a pas une fois où Louis Pouzin intervient et où il n'y a pas quelqu'un pour critiquer le fait que mais non, c'est pas vraiment ça, il n'a pas vraiment inventé, machin, etc. C'est épuisant. Euh, et, et, cette énergie, je pense que c'est très français de passer autant d'énergie à s'auto-critiquer, à critiquer son secteur, etc. Et je pense que les Américains ne sont pas comme ça. Les Américains, ils ont peut-être ce côté un peu énervant de dire tout est forcément exciting, mais du coup, au moins, ils font avancer ce type de projet. Oui, c'est clair. Tiens, Philippe, comment tu avais trouvé les premières machines? Comment tu avais monté la collection? Je les ai achetées sur eBay, les premières. Oui. À l'époque où il n'y avait pas, où je m'intéressais à une partie à laquelle ne s'intéressaient pas les collectionneurs fous de choses qui sont derrière toi. Donc il n'y avait pas d'enchères importantes. Voilà, j'achetais des vieux machins, mais vraiment des trucs du style des transistors à lampe, des paquets de cartes perforées. J'ai commencé comme ça. Après, je me suis dit, ah ben oui, et puis je me suis rappelé les premiers ordinateurs portable de mes débuts, l'Osborne, etc. Et à l'époque, j'ai acheté un Osborne, et je te parle il y a une bonne dizaine d'années, hein. J'ai acheté un Osborne pour 100 euros. Donc, c'était rien, quoi. Et donc, j'ai commencé à me constituer ça comme ça. Après, quand on a commencé à communiquer sur le sujet, j'ai communiqué sur le fait qu'on cherchait des gens qui avaient dans leur cave, dans leur grenier, des machines dont ils n'avaient plus l'usage et en leur proposant de les donner pour qu'elles soient exposées au musée de l'informatique. Et donc, on a récupéré beaucoup de choses comme ça. On a soulagé un bon nombre de gens parce que je me rappelle avoir parcouru la France avec des camionnettes de location pour récupérer des trucs qui faisaient parfois 500 kilos. Le craie qu'on a récupéré au commissariat à l'énergie atomique, c'est une tonne d'eau. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Voilà. À chaque fois que je voulais le bouger à l'intérieur de la Grande Arche, ça me coûtait 500 € de déménageur pour le bouger de 20 mètres. Ah oui, c'est fou. Tout démonter, c'est un enfer. Pour les gens qui regardent la vidéo en fait qu'on est en train d'enregistrer, donc en fait le Cré, pour moi c'était l'une des choses pour lesquelles je venais voir ton musée en fait à Paris, tu vois. Je le trouvais génial. Celui-là, il y en a un au musée des Arts et Métiers. Celui-là, on l'a récupéré du commissariat à l'énergie atomique, je pense que j'ai le droit de le dire maintenant. Il a servi aux premières simulations des explosions nucléaires. Et voilà, alors il était il pesait une tonne d'œufs en étant vide. Parce qu'en fait, il avait été vidé de tous ses composants informatiques pour des raisons de sécurité. C'était quelque chose qui avait été utilisé dans le cadre de projets extrêmement stratégiques. Et donc, il avait été vidé de toute sa partie technologique, vidé par Cray. En fait, à l'époque, ce que j'avais compris, c'est que quand une machine n'était plus utilisée, quand elle était mise au rebut, mais le constructeur ne voulait pas qu'on puisse, par exemple, s'en inspirer, que des concurrents russes ne puissent venir et regarder comment c'était fait. Donc, en fait, on supprimait toutes les cartes à l'intérieur, tous les fils étaient coupés, et c'était que la carcasse. Mais bon, la carcasse faisait une tonne d'eau quand même. C'est dingue, mais oui, Seymour Cray, en fait, qui était le fondateur de Cray, en fait, était un vrai génie visionnaire, en dehors du fait qu'il faisait des super ordinateurs qui étaient juste incroyables. Le fait de se dire, pourquoi ne pas prendre, c'était 1%, je pense qu'il disait, en fait, du prix de l'ordinateur pour le rendre joli. Et du coup, tu avais une banquette tout autour. Le tien était vert, si je me souviens bien. Voilà, ce qui était une rareté, parce que beaucoup étaient rouges, en fait, aussi. Donc, c'était juste génial, en fait. C'était vraiment génial, quoi. Tout à fait. Donc, on a récupéré comme ça beaucoup de choses à travers la France. Je me rappelle d'un
j'ai quelques moments comme ça assez incroyables, assez surréalistes. Je me rappelle d'être allé une fois dans la région de Tours avec un camion de location. J'arrive au fin fond d'un petit village, au bout d'une route pleine de boue, et j'arrive devant une ancienne église. En fait, la personne qui était là était un monsieur d'un bon 70 ans qui s'était installé en retraite ici, qui avait transformé l'église en logement. Un monsieur un peu déconnecté, il n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de carte bancaire, il était contre toutes ces technologies, mais son sous-sol était rempli de vieilles machines que j'ai eu un mal fou à monter dans le camion. Voilà, il n'y avait pas une pièce qui faisait moins de 250 kilos. On a failli se faire écraser plusieurs fois par des machines, ça bougeait dans le camion. Bon, on a pris des risques assez impressionnants. Je me rappelle une fois je ne sais même plus dans quel département, un de ces départements où on ne va jamais. Je me suis retrouvé chez un expert comptable qui avait au fond de son garage la première machine qu'il avait utilisée dans les années 60 et qu'il avait finalement, il avait empilé des trucs devant. Et puis elle était ressortie plus de 50 ans après, totalement rouillée, mais une machine fabuleuse et superbe et horriblement lourde. On avait dû utiliser un treuil pour la monter à l'intérieur du camion. Voilà. Donc, pas grand-chose à voir avec la micro-informatique ou les jeux vidéo depuis les années 80. Voilà, on ne s'intéressait pas tout à fait à la même chose, mais voilà, ça a été très, très difficile. Je pense que voilà, j'ai eu quelques années où j'étais un petit peu énervé face au sujet. Aujourd'hui, je ne suis plus. Je souhaite de tout cœur la réussite à ceux qui prendront le flambeau et qui referont des initiatives de ce type-là. Je veux simplement partager avec eux ces difficultés parce que si j'avais eu connaissance de tout ça avant, c'est sûr qu'on aurait fait autrement. Donc ces obstacles-là. Et je te dis, le principal obstacle, ce sont toutes les autres personnes qui ont envie de faire la même chose. C'est dingue. C'est triste parce que on devrait beaucoup plus dire, voilà, personne n'est parfait, on a chacun nos initiatives dans notre coin, avançons ensemble, à la limite faisons une espèce de fédération des musées de l'informatique en disant tout le monde fait ce qu'il peut, et puis on essaye de faire des choses et on avance chacun dans notre direction. Et tu partages les machines, etc. en fait. Voilà, on partage des machines, et puis bon, si on ne veut pas partager, on ne partage pas, mais en tout cas, on ne passe pas 50% de temps à essayer de tirer dans le pied de celui qui est à côté. On essaye plutôt d'aller attirer de l'argent, peut-être qu'un IBM, si on lui disait, voilà, c'est pas un musée de l'informatique, c'est un réseau de 10 musées européens, peut-être que ça le rendrait un peu plus coopératif, etc., etc. Mais non, finalement, on passe tout son temps à tirer dans le pied des autres. Mais donc voilà, c'est ça que je veux éviter à ceux qui éventuellement reprendront le flambeau par la suite. Moi, je suis passé à autre chose et je serais très content dans quelques années d'aller voir un autre musée d'informatique. Top. Et tu n'as plus envie en fait de te plonger dans ce genre de choses? Pour moi, la page est tournée. J'y ai perdu quand même beaucoup d'argent et puis une petite dizaine d'années dans lesquelles j'y ai consacré beaucoup d'énergie pour rien. Donc il y a un moment où il faut savoir tourner la page. J'ai plus l'énergie pour me retrouver confronté à la même chose. Je serais très très content de revisiter, mais non, pour moi, c'est vraiment l'histoire ancienne. Je pense d'ailleurs que j'ai rencontré trop d'obstacles pour garder aujourd'hui un œil très positif par rapport à ça. Je pense que dans un projet, je serais plus un boulet qu'autre chose. Voilà. Mais je suis convaincu qu'un jour, quelqu'un réussira. Un jour, quelqu'un réussira. Ce n'était pas le bon moment où on l'a fait. J'espère que ce sera le bon moment pour le suivant. Mais clairement, tu as été un pionnier, en fait. Et en plus de ça, tu n'as pas monté... c'était pas le petit musée, quoi. C'était pas le petit truc provincial. Quand tu essayes de faire quelque chose,
voilà, il faut trouver le bon moment, il faut trouver la bonne méthode. Bon, ça marche pas à chaque fois. Je suis très content de ce qu'on a fait, hein. On a des très belles vidéos. On en a parlé dans le monde entier. On a été interviewé à la télévision en Russie, en Arabie Saoudite, etc. On a fait des trucs absolument incroyables. Je suis très très content de ça. Ça a été un très grand plaisir. Mais bon, voilà, maintenant, il faut que d'autres prennent le relais. Alors, pour l'instant, très honnêtement, tous ceux avec qui on a été en contact à l'époque et qui étaient très contents de nous voir échouer, ça fait quand même maintenant presque 10 ans, ils n'ont pas avancé d'un poil. Non, non, non. Certains d'ailleurs, c'est très amusant, certains d'ailleurs sur des forums continuent à parler du musée de l'informatique de Neubourg et continuent à critiquer, etc. Incroyable. J'ai parfois envie de leur dire, voilà, mais il faut sortir de la cour de récréation. C'était il y a 10 ans, passer à autre chose. Et puis surtout, faites quelque chose de concret. Tout à fait. Voilà, que chacun fasse à son tour une initiative, qu'il avance. Et puis c'est peut-être en accumulant les échecs et les initiatives que quelqu'un un jour arrivera à le faire correctement. Tout à fait. Mais voilà, donc c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et du coup, Philippe, en fait, en termes d'organisation, comment ça se passait? J'imagine que tu avais un stock de machines, tu switchais entre les machines. Comment ça se passait, en fait? Oui, mais en fait, j'avais pas du tout de moyens de conservation, donc j'avais loué des box dans lesquelles j'entreposais les machines, absolument pas dans les critères de conservation des momies égyptiennes. Hein, non, bien sûr. Voilà, et ça m'était pas venu à l'idée, j'avais pas les connaissances pour ça, etc. Ça me paraissait pas nécessaire de le faire comme ça. Et d'ailleurs, les gens de Bulle, alors, avaient un peu plus de moyens là-dessus, ils y faisaient un peu plus attention, mais bon, c'est pareil, ils conservaient dans des entrepôts. Personne ne conservait des machines des années 50-60 dans une atmosphère contrôlée. Voilà. Alors, le musée des arts et métiers, le CNAM, le fait pour certaines machines. Ils ont des machines qui sont très très anciennes, dire ils ont une Pascaline, bien évidemment que la Pascaline doit être conservée, la Pascaline originale doit être conservée dans des conditions qui ne sont pas... Mais bon, on parle de 1700 et quelques, on ne parle pas de 1970. Tout à fait. Donc voilà, il y a peut-être des poids et des mesures. Voilà. Ouais. Et puis, bon, même le CNAM, quand on va visiter les réserves du CNAM, ils sont des moyens énormes, c'est une atmosphère contrôlée, etc. Mais bon, c'est pas non plus, ils ne conservent pas non plus l'historique des technologies comme une momie égyptienne. Non, non. Hein. Non, c'est certain. Donc on avait beaucoup de machines et puis on les faisait tourner, mais pas très fréquemment non plus. Hein. On avait quand même beaucoup d'espaces d'exposition, donc on exposait pas mal de choses. L'objectif, c'était pas non plus de faire un musée pour les geeks. L'objectif, c'était de faire un musée pour tout le monde. Alors, là aussi, on s'est heurté à des commentaires d'un certain nombre de gens qui nous ont dit ah oui, mais c'est absolument n'importe quoi, vous exposez la version 8.03 du TRS-80 modèle 2, et pourquoi pas le modèle 1, et pourquoi pas le modèle 3 C'est ridicule. Peut-être que vous avez raison, il aurait fallu exposer cette version-là, mais enfin, on n'allait pas toutes les exposer. L'objectif, c'est de montrer un moment dans une histoire de l'informatique pour que le visiteur se rende compte. C'était pas de retrouver chacun des machines, quoi. Et ça, c'est un souci du détail qui passionne le geek, qui n'est pas du tout intéressant pour le visiteur moyen. Non, voilà. Clairement, non, c'est certain. Tiens, pour créer ton fil rouge, etc., comment tu avais fait? Tu t'étais basé sur une ligne du temps? Oui, on avait fait une ligne du temps. J'avais lu pas mal de choses. J'avais rencontré aussi des historiens de l'informatique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Pierre Mounier-Kuhn, par exemple, qui est le grand spécialiste du sujet. Voilà, j'avais appris pas mal de choses. J'avais monté des expositions avec lui. On avait monté une exposition à Courbevoie sur l'histoire de la SEA, qui était le premier constructeur informatique en France, qui avait construit les premières machines qui allaient servir justement aux essais nucléaires. Voilà, et puis il m'a un petit peu appris comment faire les choses avec
avec pas une rigueur scientifique parfaite. Hein. Lui, il était historien, c'était son métier. Nous, on voulait quand même simplement, modestement, raconter aux gens. Et alors, ça marche. Pourquoi ça marchait bien? Parce qu'en fait, les gens, le profil des visiteurs, c'était très souvent des personnes de 40-50 ans qui venaient avec leurs enfants pour leur raconter comment c'était l'informatique quand eux, ils ont commencé. Voilà. Et puis, ben, et finalement, ben, c'était eux les guides. Chacun venait en famille et puis on expliquait ça. Et puis oh ben, regarde, ça c'est l'ordinateur sur lequel papa il a commencé. Voilà. On n'essayait pas d'en faire le musée de référence de conservation de l'histoire de l'informatique. Voilà, c'était un moment de divertissement. Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est fait beaucoup tirer dessus. C'est que pour les gens des musées avec un grand M, c'est pas du divertissement, c'est un truc beaucoup trop sérieux. Voilà. C'est comme si Disney disait bah, à Disneyland, on va faire un musée du dessin animé. Tout le monde leur reprocherait. Bien sûr. Voilà. Et puis en leur disant, mais c'est quoi? C'est pas ça un musée, c'est trop sérieux, machin, etc. C'est clair. Voilà. Dans ma vision, à moi, Philippe, c'est plutôt d'en faire, tu vois, un espace de rencontre, un espace de vie, même éventuellement, tu vois, de pouvoir louer un espace pour des dîners, pour des réunions, pour certaines entreprises qui voudraient un cadre différent, tu vois, et vivre au milieu des machines. C'était un peu comme ça que moi je voyais les choses, en fait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou bien je me mets le doigt dans l'œil C'est forcément une bonne idée. Après, voilà, pense bien au modèle économique. La difficulté, c'est le lieu. Arriver à financer le lieu, quel qu'il soit. Qu'il soit petit ou grand, bah, il faut trouver son financement. Et c'est ça qui est difficile. Après, les machines, c'est pas difficile. La scénographie, c'est pas difficile. C'est l'économie d'un lieu qui est compliquée. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de gens te diront ah oui, on pourrait faire ça ici, tiens, là, il y a un bâtiment qui sert à rien, etc. Ah oui, il y en a des milliers, mais de là à construire l'ensemble du modèle, c'est encore autre chose. Non, non, ça c'est certain. Est-ce que tu avais eu des employés, toi, en fait, au niveau du musée ou... Non. Alors, on s'appuyait sur l'infrastructure du toit de la Grande Arche pour la partie accueil, vente des billets, gardiennage, etc. Mais le contenu du musée en lui-même, c'était 100% bénévole. C'était 3-4 personnes qui mettaient leur énergie là-dessus. Yes. Eh ben, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour les échanges. C'est vraiment hyper précieux, en fait. Espérons que les mentalités aient un petit peu changé par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que au moment où j'ai posté pour la première fois un post sur LinkedIn en disant bah, tiens, j'aimerais bien lancer un projet, je vais lancer un projet. Et moi je commence par un pop-up, tu vois, donc j'aime bien travailler par itération, donc on va commencer par un musée un peu itinérant, tu vois, et puis après pour trouver une place finalement, en tout cas c'est l'objectif. Mais comme toi, en fait, c'est exactement ce que tu décrivais, tu reçois plein de commentaires. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est négatif ou positif, mais ah, ben, j'avais l'idée, j'aurais dû le faire, ou bien machin, etc. Donc, c'est exactement pareil, quoi. Alors ça, oui, ça, tu vas en avoir beaucoup. Ça, tu vas en avoir beaucoup. Pour l'instant, ils sont positifs, ils disent c'est génial, j'ai eu la même idée. Et puis, le jour où tu commences à réussir, là, les critiques fusent. Ah oui, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Donc, c'est bon. Voilà. Yes. Mais il faut faire avec. Ouais. Oui, c'est clair. Tiens, et au niveau du lien avec les écoles, etc., tu t'étais fait connaître auprès des écoles pour qu'il y ait des bus scolaires, des cars scolaires qui arrivent, ou tu n'avais jamais rien organisé autour de tout ce qui était scolaire? Comment tu t'étais organisé autour de ça, ou planifié autour de ça? En fait, nous, on s'est contenté de faire la promotion, la presse essentiellement là-dessus. Et puis derrière, bah, les demandes sont arrivées. Malheureusement, parfois, encore 10 ans après, j'ai encore des gens qui me contactent en me demandant quand est-ce qu'on peut visiter le musée. Donc, les collèges étaient extrêmement intéressés. Alors, encore une fois, ils étaient extrêmement intéressés, mais ils ne participaient pas au modèle économique.
Il n'y a pas d'argent du tout à retirer de ça. Donc, c'était très intéressant et on a fait des dizaines de visites de classe. C'était passionnant de leur expliquer ça. Bon, les jeunes, les vrais jeunes, ça les intéresse qu'un tout petit moment. Hein. Voilà, c'est comme si tu faisais visiter un musée de la machine à laver. Ça ne les passionnerait pas. Ça n'intéresse qu'à partir du moment où on a vécu ça. Tout à fait. Et on retrouve ces moments-là. Le reste, les profs les traînent là-bas, mais ça ne les intéresse pas plus que ça. D'accord. Mais il suffit de communiquer sur le sujet. S'il y a des choses concrètes, il suffit de communiquer sur le sujet. Et derrière, les contacts vont arriver. Je comprends. Ici, peut-être que le fait, tu vois, je voudrais vraiment faire en sorte de mélanger histoire de l'informatique avec histoire du jeu vidéo. Et du coup, je me dis que quelque part, ça peut augmenter aussi la visibilité du musée. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir que pour les jeux vidéo et qui, en même temps, vont pouvoir, du coup, découvrir d'autres choses, tu vois. Par contre, difficulté à laquelle tu vas être confronté, c'est que faire un musée du jeu vidéo, musée du jeu vidéo, ça ne va pas ensemble. Parce que musée, c'est un lieu presque de recueillement dans lequel, en effet, si tu veux respecter les règles des musées, tu ne peux pas toucher, tu dois préserver, tu vas montrer dans des vitrines, etc. Et jeux vidéo... Ouais, il faut que tu joues, quoi, un peu. Tu peux jouer. Bien sûr. Donc, d'où ce qui a déjà été créé, des simulateurs, etc., pour pouvoir montrer, et je comprends, montrer une console de jeu de 1980 dans une vitrine, c'est pas très intéressant. Non, voilà. Tout à fait. Donc, il faut de l'interactivité. Voilà, c'est comme, j'imagine, pour des fans de l'automobile, c'est comme visiter un musée de l'automobile, c'est moins intéressant si je peux pas écouter le moteur, si je peux pas éventuellement faire un tour, etc. Et donc, musée du jeu vidéo, ça va pas vraiment ensemble. D'abord, là encore, restons raisonnables, un musée, c'est quand même censé être quelque chose d'ancien. Voilà, pour les petits jeunes comme toi qui parlent de l'histoire du jeu vidéo, ça peut paraître antidiluviens, mais bon, on parle d'un truc qui a 30-40 ans. Voilà, restons raisonnables. C'est rien, quoi. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué, il faut que les gens puissent jouer, mais alors du coup, voilà, tu as une console Neo Geo, tu as un computer space, etc. Si tu as un computer space, vu le prix où tu vas avoir payé, je pense pas que tu vas permettre à n'importe qui d'aller s'énerver dessus. C'est clair, non, c'est sûr, mais d'où l'avantage éventuellement de pouvoir montrer la machine, la protéger un minimum, mais par contre, effectivement, de mettre l'émulateur à côté, quoi. Voilà, mais donc ça, mais ça c'est très intéressant. Ceci dit, tu vas pas intéresser les mêmes personnes. Non. Moi, j'ai rencontré des personnes qui s'intéressent à jouer à Sonic et en même temps à comment fonctionne un lecteur de cartes perforées. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes publics. Non, c'est certain. Donc, tu peux essayer de réunir les deux, mais tu vas avoir quand même un problème de coordination des sujets. Parce que, alors, à l'inverse, la personne qui a connu l'époque des cartes perforées va être très intéressée. Alors, si tu peux lui refaire écouter le bruit, moi j'avais fait ça à l'atelier de mécanographie chez Bull, on avait fait des captages audio des machines, parce que la machine, le lecteur de cartes perforées a c'est un peu comme quand tu écoutes un train à vapeur. C'est génial. Il y a une musique. C'est génial, Philippe. Voilà. C'est génial. Et donc, on avait capté ça parce qu'on s'est dit, mais ces machines, bientôt, elles ne fonctionneront plus. Donc, il faut qu'on ait au moins le son. Et donc, pour quelqu'un qui a vécu ces périodes-là, le simple fait de lui montrer la machine, de lui faire écouter le son, c'était déjà le remettre dans l'ambiance. C'est génial. Il ne demandait pas de prendre le risque de casser définitivement la machine en la faisant fonctionner. Tout à fait, mais c'est génial. Et tu peux faire ça pour les modems, tu peux faire ça pour un tas de choses. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Philippe, est-ce que je peux te piquer l'idée? Ouais. Cool. Parce que c'est franchement une super idée. C'est vrai qu'en fait, souvent, tu mets en scène, visuellement ça passe, mais la partie sonore, en fait, est hyper importante. Tu as raison, en fait. Ouais.
Ouais, tout à fait. C'est hyper important. C'est quelque chose qu'on n'avait pas très bien géré au départ parce que les espaces étaient très grands, mais on avait quelques vidéos à certains endroits qui permettaient quand même de montrer des choses, mais il y a certainement à améliorer. Mais je te dis, la difficulté, c'est la compatibilité entre les sujets jeux vidéo et histoire d'informatique. Oui. C'est pas du tout le même public. Non, et pourtant ce sont des machines, quoi. Les deux. Oui, oui, mais les usages sont tellement différents et les périodes sont tellement différentes que Tout à fait. y a peu de liens sur les centres d'intérêt. C'est clair. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut trouver un bon lien, en fait. Ouais. Ah ouais. Moi, je m'étais dit que du coup, tu faisais peut-être venir, tu vois, un public cible, en fait, pour les jeux vidéo ou un public cible pour la partie ordinateur et que il allait pouvoir, en fait, malgré tout, comme il était là, en fait, comme le public est là à ce moment-là, le visiteur est là, peut-être qu'il peut découvrir autre chose et donc s'ouvrir l'esprit sur d'autres choses, mais c'est vrai que c'est peut-être un danger, effectivement. Mm. Ça, c'est clair, quoi. Bon, un énorme merci, Philippe. Je vais quand même te laisser partir. En tout cas, vraiment, Non, non, mais il y a pas de problème. Moi, vraiment super. j'espère que tu vas pouvoir avancer. N'hésite pas, si je peux, partager des contacts ou des choses comme ça, même C'est si top. ça fait une dizaine d'années, donc ils sont un peu anciens. Mais je C'est suis top. convaincu il y a quelque chose à faire. Et je suis convaincu bah, voilà, qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent le relais, qui le fassent avec beaucoup de positivisme, parce que comme dans tout projet, il va y avoir des obstacles, il va falloir avoir suffisamment d'énergie pour passer au-dessus et puis continuer à avancer. Mais je suis convaincu il y a un intérêt pour... voilà, on est quand même dans une... On parle quand même d'une industrie qui a révolutionné notre monde. Je le vois dans les formations que je donne sur le big data, sur la gouvernance des données, etc. Il y a quoi? Il y a 1% des gens qui savent me donner la date de création d'Internet. Hein. Les gens ne savent pas d'où vient Internet, ils l'utilisent au quotidien. Donc alors, tu vas me dire, et tu as raison, on peut très bien utiliser tout ça sans avoir aucune idée de son histoire. De la même manière que quand je démarre ma voiture, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur du moteur, et je vis très bien comme ça. Et c'est pareil pour l'informatique. Ouais, Donc il ne faut pas non plus euh, mettre ça au-dessus de tout. bien sûr, Voilà, c'est intéressant de s'intéresser à son histoire, mais on peut vivre sans aussi. clairement. Malheureusement, parce que si on ne pouvait pas vivre sans, on aurait certainement des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir le préserver. C'est certain. Mais voilà, en fait, il faut, pour toi et pour tous ceux qui travailleront avec toi sur le projet, il faut que ça soit un plaisir, À fond. parce que si vous y mettez trop d'énergie, trop de cœur, le jour où les obstacles arrivent, c'est la dépression. Donc, Ouais, je peux le comprendre. Ouais. voilà, il faut que ce soit fait avec... c'est un divertissement, ça doit être un plaisir. Et puis, vous ferez ce que vous arriverez à faire. Vous arriverez à mettre une pierre supplémentaire à cet édifice-là et ce sera génial. Top. Bon, ben Philippe, un tout grand merci en tout cas. Tu es franchement, à mes yeux, un grand monsieur, un pionnier du côté du musée de l'informatique, en tout cas, entre autres. Je trouve que tu avais vraiment fait quelque chose de bien. C'est dommage qu'il y ait un peu quelques esprits étriqués, en fait, qui n'aient pas aidé, en fait, à ce que ça continue. Mais Non, voilà, quoi. mais tu vois, j'ai appris de mes erreurs parce que maintenant je m'intéresse beaucoup plus à la cuisine. J'ai lancé, Oui, raconte-nous un peu, c'est quoi ton présent j'ai lancé aujourd'hui, des en fait? boutiques de produits français à Valencia en Espagne. Ok. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de musée de la cuisine. Et là, je me suis dit, arrête tes conneries. Mais quand même, il y a un petit truc qui tourne derrière. Et il y a j'ai découvert qu'il y aurait sur M6 bientôt. M6 a coproduit un film qui va s'appeler Délicieux. Ok. Et on est en avril 2021, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir dans les semaines qui viennent. Il s'appelle Délicieux et c'est l'histoire du premier cuisinier qui a lancé un restaurant en France en 1789. Terrible. Le restaurant est une invention française. Avant, il n'y avait pas de restaurant, il y avait des tavernes, mais il n'y avait pas de restaurant tel qu'on le connaît. C'est une invention française et M6 s'est intéressé à ce sujet-là et a produit un film qui raconte l'histoire du premier restaurant. Donc, je ne perds pas espoir qu'un jour quelqu'un fasse un musée de la cuisine. Non, d'autant plus, je ne sais pas si tu as vu passer la vidéo, il y avait
une espèce de petite vidéo comédie comme ça en fait qui passait sur, pas forcément avec la Covid qui nous casse un peu les pieds pour le moment. Oui, tout à fait. Voilà, Oui, tu je me l'avais rappelle. vu Exactement. sur le musée, sur le musée du Voilà. restaurant effectivement. Donc voilà, on mettra peut-être dans l'encyclopédie, à l'édition restaurant, on mettra de 1789 à 2020, et voilà, mort en 2020. Non, je Allez, pense pas. on l'espère pas pour nos amis Voilà, restaurateurs. donc non, je ne me lancerai pas dans un musée de la cuisine, mais peut-être qu'un jour quelqu'un le fera. Et voilà. Est-ce que tu essaies de t'auto-persuader là, Philippe, ou bien tu vas vraiment pas le faire? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Non, je préfère cuisiner qu'un musée de la cuisine. Ok, ça marche. Encore un tout grand merci et je te souhaite une excellente soirée. Et puis, bonne chance pour ton projet. Merci et beaucoup. puis, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Ça marche. Un énorme Okay. merci. Salut. Hein. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.